Merci de votre fidélité à nos programmes. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cet autre numéro de Café Débat, vous le savez. Café Débat, c'est bien cet espace qui donne la parole à ceux qui veulent s'exprimer et impacter l'opinion. Sur ce, je reçois sur ce plateau Madame Domani Doré. Elle est ancienne ministre des Sports, elle est présidente du mouvement La Guinée Audacieuse. Elle a aussi été candidate indépendante pour ces élections communales dans la commune de Matoto, mais également son mouvement a présenté des candidats du côté de Lola et un peu ailleurs. Quelles leçons elle tire globalement de cette expérience des élections locales 13 ans après? Évidemment, elle nous parlera de cela, mais bien aussi de beaucoup d'autres sujets d'actualité. La question de la crise autour de l'école guinéenne, puisqu'elle est aussi parent d'élèves, mais également la démarche de l'opposition à mettre la pression sur la CENI à travers les manifestations et journée ville morte pour justement qu'elle revienne sur les résultats comme elle nous l'a dit. Je parle de cette opposition bien entendu. Madame Domani Doré, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci. En fin de compte, d'abord vos impressions en participant pour cette première fois à Café Débat. J'avoue que Café Débat a fait un chemin qui mérite aujourd'hui qu'on y accorde beaucoup d'attention, parce que comme vous le disiez dans votre speech d'annonce, c'est vraiment donner la parole à ceux-là qui pensent pouvoir impacter l'opinion. Et j'avoue que l'opinion, elle est diverse. L'opinion, il faut savoir respecter celle des autres. Il faut donc être en mesure de pouvoir partager et défendre justement notre opinion, que d'en vouloir aux autres d'avoir une opinion. Donc c'est vraiment un plateau qui permet aux Guinéens de se rappeler que la démocratie est une opportunité, il faut la saisir. Merci et bonne arrivée donc dans cette émission. Alors, première question, vous avez été candidate pour ces élections locales. Vous avez eu le courage et l'audace, comme votre mouvement l'indique, de vous présenter dans une grande commune comme Matoto face à des partis politiques comme le RPG, comme l'UFDG et ainsi de suite. Mais d'abord, dites-nous, quelle a été la raison de votre décision d'aller seul, d'aller en indépendant, surtout d'aller pas avec le RPG? Vous savez, ce que nous appelle le combat pour la démocratie, ou en tout cas pour pérenniser l'esprit démocratique vers lequel la Guinée est en train de s'engager depuis quelques années maintenant, voudrait que l'on profite de toutes les opportunités qu'offre cette démocratie en termes de possibilités. Quand je dis possibilités, c'est que les élections locales ont permis aux Guinéens de se rendre compte que l'on est d'abord citoyen avant d'être militant d'un parti. De ne pas penser que lorsqu'on est dans un parti politique, on n'a pas le droit de s'exprimer si l'on n'est pas d'accord avec une façon de fonctionner. Parce qu'en attendant, on vient dans un parti politique avec ce que nous sommes sur le plan caractériel, c'est-à-dire nous venons avec notre comportement au quotidien, nous venons avec nos valeurs, nous venons avec notre culture, et donc on suppose que nous venons en étant une valeur ajoutée dans un ensemble que l'on appelle un parti politique. Et si au sein de cet ensemble, justement, on ne peut pas avoir une opinion diverse qui n'entache pas notre cohabitation, du coup, ça aide à ce que le parti politique évolue dans le bon sens et donne envie même aux gens qui se sentent quelque part sans voix à venir au sein de cette organisation. Mais lorsque le contraire se produit, ou dans un parti politique, on nous enseigne... C'est la pensée unique. C'est la pensée unique, du coup. Nous estimons que c'est une façon d'amener justement le Guinéen à oublier qu'il est d'abord lui avant d'être nous. Donc Domani Doré a voulu faire à la Macron, je veux dire, non. Aller sur son propre chemin, parce que tout simplement vous ne voyez plus les choses de la même façon que l'établissement du RPG Arc-en-Ciel auquel vous apparteniez. Vous savez, le RPG Arc-en-Ciel est un exemple. Mais il faut savoir que ce que vivent aujourd'hui les jeunes et les femmes dans les partis politiques, de l'opposition comme de la mouvance, c'est justement le fait que nous savons tous qu'ils servent de relais de mobilisation des masses, mais lorsqu'il s'agit justement d'élaborer des listes pour s'engager aux élections, très peu de jeunes et de femmes se retrouvent là-dessus. Et justement, à ce niveau-là, vous savez que j'ai été candidate en 2012 pour les élections législatives que je voulais au compte de mon parti, le RPG Arc-en-Ciel. Et j'ai été déboutée parce qu'on a estimé que vous êtes trop jeune. Que je suis trop jeune, alors que légalement j'étais en âge de pouvoir être sur une liste et de porter justement les couleurs d'un parti politique. Et ceci m'a valu de me retrouver à Matoto en train d'accompagner un autre jeune qui avait eu le privilège d'être le candidat. Notamment Mamadou Batos Camara. Donc c'était là, ce sont on ne
pourra pas la participation des femmes et des jeunes à ce qu'ils atteignent l'espace de prise de décision ne sera possible que par un cheminement. Ce cheminement voudrait que nous ayons l'opportunité aussi de faire valoir autre chose que notre caractère jeune. Parce que en tant que jeunes, en tant que femmes, nous avons aussi notre regard sur la société et nos propositions concrètes face à ces réalités que nous pensons être en mesure de pouvoir changer. Et cette élection locale propose justement que les citoyens prennent leur destin en main, comme on l'appelle, pour participer de façon indépendante, pour sortir justement de ce que nous appelons l'establishment politique. Et donc, malheureusement, on n'a pas cessé de le dire, on a été très déçus parce que, quelque part, la société civile qui doit promouvoir justement la participation des citoyens à ces élections locales ne s'est pas mobilisée par des listes qu'elle a engagées. Moi, j'ai pas vu de listes totalement citoyennes qui ont participé à ça. Il y en a eu de ça et là. Mais la plupart des listes indépendantes étaient portées par des dissidents des partis politiques qui ont permis maintenant à d'autres, justement, comme la Guinée audacieuse, nous avions des personnes qui n'ont jamais participé à une activité politique. Nous avons des jeunes et des femmes issus de la société civile. Nous avons des jeunes et des femmes issus de l'opposition et de la mouvance qui se sont retrouvés au sein de la Guinée audacieuse, notamment notre tête de liste Agéré Koré, un juriste qui est Maître Aimé Raphaël, qui a décidé de porter, parce qu'il a vu que nous apportions des valeurs au niveau de la Guinée audacieuse de diversité. Et c'est ce que nous souhaitons sur le plan politique. Alors, vous y êtes allé le 4 février 2018, mais avant, vous étiez sur le terrain, vous avez fait campagne, vous avez innové dans votre technique d'approche des citoyens, dans les ménages, on vous a vu sur l'autoroute, avec les automobilistes et tout. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu en gros, d'abord de cette période où vous avez eu à aller à la rencontre des citoyens, en tant que Domani Doré, leur vendre votre vision pour Matoto, et du jour des élections, puis de ce qui a été sorti des élections en termes de résultats? Voilà, en fait, l'exercice justement au niveau de notre participation à ces élections, c'était qu'on voulait permettre aux jeunes et aux femmes de savoir que l'on peut avoir ce que l'on veut en allant soi-même chercher. Et donc, l'exercice, c'était vraiment d'amener les populations à se rendre compte qu'un candidat ne doit pas s'asseoir chez lui et au nom de son parti politique, parce que c'est X ou Y, se dire que de facto, il doit voter. Non. Et donc, l'exercice, c'était vraiment rappeler aux Guinéens qu'un électeur est d'abord un responsable, donc patron de sa voix. Et elle ne peut l'offrir, il ne peut l'offrir un électeur qu'à ceux-là qui prennent la peine de lui donner des raisons de voter. Et qui peut le convaincre. Qui peut le convaincre. Et donc, vous me rappelez une anecdote. Mon petit-neveu, mon fils Kevin, je sortais un jour comme tous les jours de campagne et puis il me fait, tu vas où encore? Je dis, ben, je vais en campagne, je vais rencontrer les gens chez eux. Il a 6 ans, 7 ans maintenant. Il me fait, tu vas pour faire quoi? Je vais les convaincre de voter pour moi. Il dit, ah, donne-leur de bonnes raisons de voter pour toi. Hein. Bien. Je dis, c'est quoi des bonnes raisons pour toi? Il dit, je sais pas. Mais en tout cas, il faut leur donner de bonnes raisons. Donc, ils ont compris. Et il a vu bien, en fait. Et donc, c'est réel. C'est réel parce qu'il faut que les gens viennent chez vous. Malheureusement ou heureusement, vous avez des gens qui estiment que c'est notre fief, donc on n'a plus besoin de les convaincre. Non. Le contexte, il change, le monde évolue. Aujourd'hui, ce que nous attendons, pendant que nous parlons des villes comment on appelle, des villes numériques, à quel moment la Guinée va avoir des villes numériques si ceux-là qui veulent porter un projet, parce que en fait, gouverner, c'est anticiper. Absolument. Nous avons des villes qui sont appelées à grandir, qui ont même grandi. L'urbanisation n'est plus celle qui ne répond plus à la demande démographique de nos jours. Qu'est-ce que nous envisageons pour les 10 prochaines années? Et d'ailleurs, même ça commence pour les 5 années déjà que le peuple nous offre à travers justement cette mandature. Qu'est-ce que nous envisageons pour que les décisions qui seront prises soient les bonnes pour les populations de Matoto? Et là, ce sont des choses qu'il fallait aller discuter. Et comme la connaissance n'est pas, comment on appelle, à l'apanage d'une seule personne, en allant vers ces populations, nous nous sommes rendus compte que même notre programme devrait être revu pendant le process. Et cela nous a permis également d'aller, même de nous rassurer que notre démarche d'aller vers les populations était la bonne. Je remercie encore M. Souma pour ne citer que lui qui nous disait, madame, j'étais assis chez moi, je me disais, mais pour qui je vais voter cette fois-ci? Parce que je ne suis pas prêt à voter pour un parti politique. On m'aurait dit qu'il y a des candidatures indépendantes. Je voulais savoir au nombre de ces candidatures indépendantes qui me séduirait. Et donc, en venant aujourd'hui chez moi, en tapant à ma porte pour rentrer chez moi, ça me dit beaucoup. Parce que si vous me mentez, je peux le savoir. Comment? Il me dit, mais quand quelqu'un te parle, tu peux sentir son aura. Son aura peut te faire sentir. Mais quand tu vois quelqu'un à la télé, c'est beau, c'est tout beau, et on a pris l'habitude de voter pour les gens par rapport au théâtre qu'on fait croire à la télévision. Et donc, du coup, après, on est déçu et tout. Il dit donc, on souhaite que vous continuiez à le faire
Donc cette démarche de porte en porte, de proximité dans la campagne pour vous a été l'une des plus belles expériences pour vous et qui a donc permis à certains de voter pour vous. Absolument. La plupart ont réussi à le faire, ont eu le courage de miser sur nous, qu'il faut l'appeler ainsi, vraiment parce qu'ils ont estimé que dans notre façon de les aborder, il y avait ce qu'on appelle le respect. En fin de compte, la Guinée audacieuse a eu combien de sièges à Matoto, combien de sièges à Lola? À Matoto, selon les résultats définitifs de la CENI, la Guinée audacieuse s'en sort avec un siège à Matoto. Et à Lola, après des résultats provisoires qui nous donnaient 3 sièges, on se retrouve à 2 sièges. Et à Zérékoré, nous en avons 1. Donc au total, nous avons aujourd'hui 4 conseillers que nous avons réussi à élire. Et vraiment, c'est tout à l'honneur de tous ceux, des jeunes et des femmes qui ont vraiment eu confiance en la Guinée audacieuse, qui se sont donnés jour et nuit, parfois même des inconnus, qui ont en tout cas accepté dans le processus de nous accompagner, mais au finish de glisser un bulletin qui a permis vraiment que nous récoltions ceci, même si par endroits, ces voix ont été détournées. Justement, en parlant de voix détournées, au-delà, officiellement, vous avez 4 conseillers, un à Zérékoré, 2 à Lola, 1 à Matoto, mais vous pensez tout de même qu'on vous a triché, vous auriez pu en avoir plus. Et quel reproche, quel grief alors vous avez derrière? Nous avons toute une batterie de griefs que nous avons déjà, en tout cas même déposés en recours, qui ont été rejetés par les tribunaux à travers justement ce que nous avons constaté. Vous savez, la participation électorale, il faut la vivre pour vraiment en tirer vraiment toutes les conséquences nécessaires à même de faire évoluer notre système électoral. La plupart des bulletins qui étaient déposés au finish au niveau des centralisations étaient déjà ouvertes à l'arrivée. Vous aviez ceux-là qui ont été répertoriés par endroits. Vous aviez des responsables politiques qui se retrouvaient, des responsables politiques qui se retrouvaient à la centralisation et qui menaçaient. Vous aviez par endroits nos responsables, nos délégués au niveau de ces centralisations qui ont été sortis de force des salles de centralisation par les forces de l'ordre et tout. Vous aviez également justement à certains endroits des bulletins qu'ils ont appelés des bulletins nuls qui n'étaient pas nuls. Nous avons enregistré ce genre de cas. Bref, nous avons toute une batterie de réclamations. L'encre qui n'était pas élevée par endroit. Nous-mêmes, on vérifiait cela en nettoyant nos doigts. On pouvait l'enlever tout simplement. On pouvait l'enlever tout de suite. C'était vraiment dommage. Et il faut savoir que la plupart du temps, nous avons aussi reprocher justement le fait que par endroits il y avait tellement de menaces. Les populations, le matin, vous avez des responsables politiques qui se lèvent et qui disent aux gens, si vous participez, eux ils sont de passage, ils vont partir. Si vous votez pour eux, eux qui passaient, tu seras radié de la fonction publique. Ta famille, ton frère, tu sais que ton frère est à Conakry, il est à la fonction publique. Des menaces, des acharnements et tout. C'était juste dommage et surtout à l'intérieur du pays, les gens n'ont pas toutes les données. Donc du coup, ils préfèrent leur quiétude que d'entrer dans nos chamailleries politiques et tout. Donc en gros, vous pensez que ce rendez-vous a été manqué en matière de crédibilité et de transparence? Beaucoup. Et ça, je pense qu'on n'a même pas besoin d'être partie prenante de ce processus pour savoir que ça a été le cas. C'est juste dommage. Et nous espérons en tout cas qu'au niveau surtout de la CENI, c'est vrai, nous optons pour une CENI technique, mais comme on aime le dire, parfois au niveau de la société civile même, vous avez des gens qui se font passer pour des acteurs de la société civile, mais en réalité... Pour des saints, des impartiaux, on va dire, des neutres. Des neutres, mais en réalité votent pour... Ils ont des accointances politiques. Des accointances politiques, c'est humain parfois, mais en même temps, je pense que les accointances ne doivent pas brimer justement l'intérêt de toute une nation. À côté de ça, qu'est-ce que je reproche également? Je dis souvent que il y a une belle expérience qui a été relevée, c'est celle au niveau des suivis et évaluations que nous faisons dans les rencontres restreintes entre jeunes et femmes par rapport à ce que nous avons appris de ce processus électoral. C'est le fait que lorsqu'on parle de l'ethnostratégie, il y a une question qu'il faut se poser très souvent. Lorsque vous envisagez, vous prenez une initiative, je prends l'exemple tout simple sur votre mariage. Lorsque vous engagez les discussions par rapport à votre mariage, c'est-à-dire que lorsque vous soulevez la question, les premières personnes qui vous viennent en aide, ce sont vos parents, vos proches, qui viennent en appoint, qui veulent
veulent bien cotiser pour le mariage, qui ça et là ouvrent leur carnet d'adresse pour vous faire voir des choses. Vous avez également vos amis, qui sont également au nombre de vos proches, qui viennent vous accompagner. Vous avez également les gens de votre village, de votre communauté, qui participent au mariage. Les élections, tout comme un autre projet, comme le mariage, lorsque tu t'engages comme candidate ou candidat, les premiers qui se sentent concernés par ce que tu vas devenir, ils vous font tout de suite confiance, sont vos proches, vos parents, votre famille, et également ceux-là qui pensent qu'ils parlent la même langue que vous et qui se disent que d'une manière ou d'une autre, je suis lié à cette personne, je veux bien l'accompagner. Et la question qui se pose, c'est comment maintenant nous utilisons justement cette aide venant de nos différentes communautés. Est-ce que, avant même cela, est-ce que nous rejetons cette communauté parce que sur le coup, nous avons besoin du nombre, c'est-à-dire du nombre de personnes qui vont voter. Et ces personnes représentant une communauté X ou Y sont des personnes qui vont voter. Alors nous rejeter cette communauté parce que nous disons que nous combattons l'ethnostratégie? Est-ce que nous allons profiter de l'occasion pour justement leur donner d'autres raisons de voter au-delà de ce qui nous lie, des raisons rationnelles, au-delà de ce qui nous lie? C'est là-bas, c'est en ce moment qu'intervient le yin-yang qui oblige l'esprit, c'est-à-dire un responsable, une personne, à être franc avec elle-même, à être franche avec elle-même, parce que il faut amener déjà cette communauté, comme je le disais tout de suite, à avoir d'autres raisons de voter. Pour vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, peut-être que le discours que vous avez eu pour des gens qui viennent vers vous, qui vous disent tout de suite, écoutez, bon, Domani, comme tu es ma cousine, je vais voter pour toi, mais vous pouvez dire, oui, c'est bien, merci pour ça, mais est-ce que vous croyez d'abord en moi? Est-ce que vous croyez au projet que je vous vends? Non. C'est ce que vous voulez dire? Je veux dire exactement ça. En réalité, vous avez entendu, on veut le renouvellement de la classe politique, on veut des jeunes, on veut des femmes. Et après, la question qu'on se pose, mais on veut quels jeunes, quelles femmes? On souhaiterait avoir pour revenir à l'ethnostratégie, je voulais dire, comme vous l'avez expliqué, c'est que lorsque quelqu'un qui n'a pas les aptitudes culturelles et intellectuelles de se rendre compte qu'il ne suffit pas seulement de parler la même langue ou d'être issu de la même communauté que le candidat, cela suffit pour être avec le candidat. Il faut maintenant appeler à la responsabilité du candidat de ne pas surfer sur ça, c'est-à-dire encourager cela. Et ne pas aussi, donc, comment maintenant ne pas l'encourager sans rejeter? L'exercice, c'est de dire oui, merci d'être avec moi, mais de leur donner des raisons rationnelles au-delà d'être de ta communauté pour voter. C'est-à-dire avoir l'honnêteté intellectuelle de dire maintenant voilà mon programme. Absolument. Voilà ce que nous comptons. Parce que c'est comme quand on dit les femmes, soutenons-nous, votons pour les femmes. Il faudrait qu'entre femmes, qu'on sache pourquoi. On vote pour les femmes. Pourquoi on va voter pour les femmes? Ce dont elles sont capables. Pourquoi? Non, comment amener pas ce dont elles sont capables. Je refuse toute possibilité. Pas une femme seulement, je veux dire. Jeune comme candidat, femme, comme candidat. Je veux dire, il faut refuser toute possibilité de sous-estimer les gens par rapport à leur sexe. C'est de la discrimination. Et donc, qu'importe que tu sois une femme ou un jeune. Pourquoi aujourd'hui nous encourageons l'implication des femmes dans le processus? Parce que d'une manière ou d'une autre, nous partageons des préoccupations qui ne sont pas celles que vous partagez en tant qu'homme. Et donc, du moment où nous partageons des préoccupations, ça veut dire qu'ensemble, lorsqu'on se réunit, on est capable de savoir qu'est-ce que nous allons défendre dans une élection pour que ça puisse améliorer les conditions de vie, justement, de cette catégorie de la population que représentent les femmes, les jeunes et les personnes du troisième âge. C'est comme si l'on dit, si les personnes du troisième âge n'ont pas de candidat, qui en parle? Si les handicapés n'ont pas de candidat, qui en parle? Justement, pour que nous ayons une possibilité que tout le monde se retrouve de façon inclusive dans un processus électoral, il faudrait que nous soyons en mesure de nous rendre compte que chaque fois que nous sommes en train de faire des réclamations, que nous devions penser de manière à ce que une couche X ou Y, c'est-à-dire femme ou jeune, puisse avoir une démarche inclusive. Dans laquelle toute proposition irait en faveur de tous. Et donc ça a été la démarche de la Guinée audacieuse pour innover lors de cette période de campagne en ce qui concerne la qualité, la transparence voulue pour cette élection. Elle l'a dit, elle a été déçue sur ce terrain-là. Maintenant, est-ce qu'elle partage la démarche des autres aussi qui ont pris part à ce processus? Je vais parler des partis politiques et d'autres candidats indépendants qui ont finalement brandi une série de menaces, d'ailleurs d'actions, et ça a commencé par la journée ville morte d'hier qui a fait déjà 2 morts. Est-ce que la démarche est productive? Est-ce que la CENI était obligée d'y répondre puisqu'elle a répondu par une lettre et qu'elle ouvre un couloir de négociation avec les partis politiques? Notre invité s'exprimera sur ce sujet tout de suite, mais dans la deuxième partie de Café Débat. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination.
Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité aujourd'hui Madame Domani Doré, ancienne ministre des Sports. Elle est la présidente du mouvement La Guinée Audacieuse. Elle a pris part à ces élections communales en tant que candidate indépendante. Vous avez donc compris son expérience vécue durant cette période de campagne et le jour du scrutin, ce qu'elle retient du processus. À présent, on va parler de la démarche des autres candidats ou de ceux qui ont aussi pris part à ces élections, les partis politiques. Et certains candidats indépendants ont fait une réunion au siège de l'UFDG le samedi dernier. Ils disent qu'ils sont contre les résultats définitifs et en conséquence ils brandissent une série d'actions. Hier lundi c'était la journée ville morte, des casses, des barricades, 2 morts. Et le soir, vous avez la CENI qui dit, bon, on vous appelle, on vous invite à venir parler sur ces questions ou ces résultats que vous rejetez. Vous, quelle est votre réaction à cette démarche? D'abord, est-ce que vous partagez la démarche? Et on ne vous a pas vu, alors qu'il y avait quand même certains candidats indépendants au siège de l'UFDG. Est-ce que vous n'avez pas été invité ou est-ce que vous ne partagez pas la démarche? Je le disais tantôt, on n'avait pas été invité. D'accord. On n'avait pas été invité et comme nous n'avons pas l'habitude de s'inviter lorsque ce n'est pas le cas. Donc vous n'avez pas été invité, vous n'avez pas voulu finalement. On n'a pas été invité et on ne s'est pas invité parce qu'on n'avait même pas l'information, mais naturellement il faut qu'on dépasse justement la culture au niveau de la Guinée audacieuse, c'est que nous profite malgré la conquête du pouvoir que nous engageons à travers notre mouvement. Nous envisageons là-dedans chaque jour que Dieu nous offre vraiment d'amener les populations à être outillées sur ce que c'est que la politique et les compartiments, parce que malheureusement nous sommes dans un pays où, et même sur le plan mondial, beaucoup pensent qu'il faut être assez malhonnête pour être en mesure de faire de la politique. Il faut être tout ce qu'il y a un gros menteur, tout ce qu'il y a de répulsif à la société pour faire de la politique. Mais en même temps, on se rend compte, en même temps, vous m'amenez à ouvrir une brèche. S'il vous plaît. Votre mentor de l'autre, je ne sais pas s'il n'est plus votre mentor, en tout cas, Alpha Condé, le président de la République, a dit à un moment qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les Guinéens ils y croient. Est-ce que ce n'est pas le Guinéen même qui donne l'opportunité aux politiciens de leur mentir? Parce qu'il faut leur mentir pour qu'ils croient. On a l'impression que le Guinéen ne croit pas en ceux qui sont sincères, ceux qui leur disent les vérités. C'est ça. Je veux d'abord que vous sachiez qu'il y a mon ami conseiller désormais Copa de l'UDG qui disait la dernière fois que le Guinéen croit plus en ce qu'il entend que ce qu'il voit. Et moi je dis qu'il ne faut pas dire le Guinéen, il faut dire certains Guinéens. Certains alors, en tout cas beaucoup. Beaucoup. Et donc à côté de ça également, il faut voir aussi l'implication ou la manière d'aborder les choses. Je dis souvent que même si vous allez diaboliser celui qui fait de la politique,
vous ne pouvez pas donc diaboliser quelqu'un et s'attendre à ce qu'il vous amène au paradis sur terre. C'est paradoxal. Parce qu'au finish, parmi les diables, vous allez choisir le diable. Bien. Pour qu'il vous dirige. Donc, ça veut dire que si vous êtes convaincu qu'il n'y a que c'est le rendez-vous des l'arène politique, c'est le rendez-vous des diables, c'est comme si vous fermez la porte à votre participation à vous. Alors qu'il faut se rappeler que personne n'est né gouverné, personne n'est né pour gouverner les autres. Nous avons le choix d'être parmi ceux qui gouvernent ou pas. Mais nous avons l'obligation morale d'engager la méthode que nous estimons être la bonne. Faire de la politique, ça veut dire que tu donnes ton avis. Il faut que désormais, jeunes comme femmes, nous soyons capables de nous dire qu'on entendra beaucoup de choses parce que, naturellement, il y a mon jeune ami et trésorier qu'elle est ici qui disait aux dernières élections 2015 à Lola, il dit, madame, on était tous assis, on écoute à une radio qui dit que mon garde, celui le garde a été emprisonné et qu'on m'aurait appréhendé en train de remplir des urnes. Et donc le garde a été arrêté à ce niveau, il est mis en machin. Et puis je me fais, madame, si j'avais été à Conakry, j'allais y croire. Parce que c'est une radio qui en parle. Bien. Et donc c'est pour vous dire que le plus important, c'est ce que nous appelons, c'est ce que nous donnons comme possibilité aux femmes et aux jeunes de se rendre compte que vous entendrez beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est qui tu es, comment tu te définis et qu'est-ce que toi tu poses comme acte dont tu peux répondre. Et donc c'est pourquoi je vois l'ancien ici, le responsable de la jeunesse de la Guinée audacieuse, qui dit, madame, pour la première fois, je peux au moins dire qu'on peut faire de la politique sans mentir, parce que moi-même j'étais allé faire du porte-à-porte, j'ai pas eu besoin de mentir. Et donc la Guinée audacieuse n'a pas menti sur le terrain, comme les autres. Et revenons donc à la parenthèse de la démarche, de la stratégie de l'opposition de contester ces élections. Journée ville morte, manifestation. Nous partageons amplement la préoccupation de l'opposition aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'est-ce que nous appelons opposition dans un pays où tout le monde pense que lorsqu'on est opposant, ça veut dire qu'on est contre le président de la République. Un opposant, c'est celui qui a une proposition contraire à ce que vous proposez, ou en tout cas à un avis contraire ou une opinion qui n'est pas celle que vous avez. Et donc, ou un groupe de personnes qui se réunissent autour de réclamations qu'ils partagent ou qu'elles partagent. Et donc, aujourd'hui, l'opposition est constituée de tous ceux-là qui ont participé à ces élections et qui n'avaient pas les mêmes valeurs que la mouvance. Et donc, les indépendants et naturellement l'opposition républicaine et autres, la plupart estiment que oui, justement, il y a eu des fraudes massives et qu'ils souhaitent que justement la CENI revoie que la vérité des urnes soit révélée. Mais il faut savoir que la responsabilité de la CENI est écartée désormais parce que ceux qui ont entériné justement les résultats de la CENI, ce sont les tribunaux. C'est les tribunaux. Donc c'est à ce niveau-là que je pense qu'il faut revoir les choses. Et donc la CENI, donc mettre la pression sur la justice. La pression sur la justice, je ne sais pas sur qui, mais le plus important c'est qu'il faut savoir situer les responsabilités des uns et des autres. La responsabilité de la CENI s'arrête là où elle transmet les résultats aux tribunaux. Donc, ces tribunaux-là, ce qui est malheureux, c'est que aux élections présidentielles, on attend de la Cour suprême qui tranche, et à ces élections-là, on nous renvoie à des tribunaux. Et pourquoi alors ça n'a pas été le cas, même jusque sur le plan local? Parce que les tribunaux, si on doit se déplacer de Yomou dans X, Y là-bas pour venir tomber jusqu'à Zérékoré pour avoir sauté sur le juge de paix pour aller jusqu'à Zérékoré au niveau des tribunaux, ça ne colle pas. Et donc, c'est tout ceci qu'il faut revoir afin que les prochaines élections, justement, ne soient pas émaillées d'incompréhension de ce genre et d'imperfection. Mais pour l'heure, nous n'avons pas été invités à cette démarche, mais toute possibilité de participation, justement, à des réclamations. Mais vous pensez quand même que la démarche brutale, même si on pense qu'elle ne l'est pas, mais quand on dit journée ville morte, ça finit par des morts. Hier, c'était 2 morts. Après, ce sera des jours de manifestations déclarées. On va avoir des morts. Est-ce que cette démarche, elle est productive plutôt que de jouer sur la question des alliances, comme vous le disiez tout à l'heure, s'allier pour battre le RPG et donner une leçon finalement au RPG. Je ne suis pas celle qui doit dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire ou pas. Le plus important pour nous, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour qu'on donne l'exemple de ce que nous pensons être bon. Nous pensons pour le moment qu'avec tout ce que nous savons dans la crise qui secoue aujourd'hui le système éducatif et qui paralyse justement les parents d'élèves que nous sommes, les enfants ne vont pas à l'école, la plupart se sont même retrouvés dans des familles où nous avons enregistré des morts également par rapport à cette crise. Est-ce que le moment est opportun pour que l'opposition jouisse de son droit de manifestation? Question pour l'opposition. C'est tout ceci qu'il faut, parce que si nous continuons à donner la possibilité qu'il y ait un cocktail de crise et de possibilités donc que nous paralysions le pays, est-ce que donc c'est une démarche qui permet justement à ce que l'arène politique ou les acteurs politiques soient en mesure de pouvoir proposer quelque chose pour le développement de ce pays? Question. La quiétude sociale, est-ce qu'elle relève simplement de la volonté du gouvernement et de la mouvance, ou bien
bien elle est une volonté qui doit être partagée. Question pour l'opposition. Maintenant, la CENI, en réponse à ça, et ça c'était hier soir, a sorti un communiqué. On ne sait pas si c'est parce qu'elle a subi la pression de la journée d'hier déjà, de l'opposition. En tout cas, elle a initié déjà de rencontrer des partis politiques et des candidats indépendants qui ont des griefs, après qu'elle ait déjà donné les résultats définitifs. C'est une démarche qui est noble, du moment où ça a permis quand même que l'on entende que l'opposition est en train d'envisager de suspendre justement toutes les possibilités de manifestation d'ici là. Et donc c'est déjà un début de réponse à rappeler aux uns aux autres que naturellement tout finira par ce que nous appelons le dialogue. Et donc ce dialogue-là, si la CENI, qui est déjà celle-même qui est indexée être la responsable de tout ceci, prend les devants pour éviter justement qu'il y ait plus de casse, parce que ces familles qui ont perdu hier des enfants, peut-être que nous dormons bien parce que nous n'avons pas vécu en direct ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, mais en réalité personne n'est tranquille. Absolument. Ça peut arriver de partout. Et donc, si pour le moment, en tout cas, cette démarche de la CENI peut permettre que nous ayons une forme de réclamation assez diplomatique et sérieuse, je pense que c'est une opportunité qu'il ne faut pas rejeter. Mais en tout cas, la CENI n'est plus responsable de ce qui advient, parce que les résultats ont été entérinés par une institution qui est également supposée être indépendante, qui est la justice. La justice. Bien, on va évoluer et terminer cette émission sur une autre crise, celle des enseignants. Vous êtes mère, vous êtes parent d'élèves. Je suis même enseignante. Ah ben, vous êtes enseignante. Et voilà. Donc, des enseignants en grève, pendant ce temps, un président enseignant au pouvoir, mais on ne comprend pas pourquoi ils ne se comprennent pas. Finalement, le président Alpha Condé, vous savez tout ce qui s'est déjà passé, et on nous apprend qu'aujourd'hui, le président est censé, au moment où cette émission passe, censé rencontrer Aboubakar Souma et ses amis. Là-dessus, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une démarche qui puisse nous permettre à sortir de cette crise? Vous savez, je sais que comme vous et moi, nous avons pris l'habitude d'entendre que le président de la République s'intéresse à tout, veut tout faire et tout. Et je crois que cette crise au niveau du système éducatif a prouvé que le président laisse la latitude à ceux-là qui sont responsables aujourd'hui de justement le syndicat, de s'occuper des questions de syndicats et l'éducation, de s'intéresser à résoudre une crise. Et donc si encore on doit se retrouver autour du chef de l'État, c'est la réponse que quelque part, justement, la décentralisation n'est pas encore parfaite. Et donc, à ce niveau-là, que la décentralisation n'est pas parfaite, ou que ceux qui ont une parcelle de pouvoir de l'exercer ne le font pas bien. Par exemple, dans ce cas-là, le ministère de l'Éducation nationale et le ministre du Travail. Je répète. On ne peut pas demander, comment on appelle ça, quelque chose et son contraire au chef de l'État. On ne peut pas demander au chef de l'État de permettre que les acteurs qui, en tout cas, ont la charge de pouvoir gérer le côté exécutif de l'État dont il jouit de l'intérêt à travers un gouvernement, de travailler à ce que les choses aillent dans le sens qu'il n'ait pas besoin de s'occuper de questions de ce genre. Si cela échoue et que tout doit revenir à son niveau, ça veut dire que le président a l'opportunité de revoir ce qu'il appelle son gouvernement. C'est à ce niveau, ça lui appartient. Bien. Encore une fois, il faut qu'on sache désormais qu'au niveau que la Guinée n'est pas un pays à part. Cette Guinée est un pays où on doit apprendre à savoir que les crises ne sont pas des opportunités pour endeuiller les familles. Les crises partout dans le monde doivent servir à ce que la société évolue. Tout dépend de la manière dont on aborde les crises. C'est pourquoi nous rappelons aux uns aux autres que tous ceux qui sont aujourd'hui en charge du syndicalisme et ceux-là qui veulent apprendre à ce que le syndicalisme soit dans les mœurs guinéennes, parce que nous savons d'où vient la Guinée. La Guinée est le fruit de plusieurs crises. Et c'est sur ça que la nation guinéenne se fonde, se forme et doit permettre en tout cas que ce nationalisme soit toujours préservé. Et donc aujourd'hui je pense qu'on doit avoir un exercice du syndicalisme qui permettrait que ceux-là qui bénéficieront des résultats du combat syndical comprennent la portée et l'enjeu d'une crise syndicale. Il ne faut pas voir cela comme une possibilité ou un moyen de déstabiliser la Guinée, non. Et on doit savoir que tous les travailleurs, tout comme n'importe quelle autre entité, ont besoin justement que la société leur soit favorable. Bien. Donc, la rencontre Alpha Souma, pour vous, la rencontre de tous les espoirs ce soir. Pas la rencontre de tous les espoirs. Je ne mets pas tous les espoirs du Guinéen sur la tête du chef de l'État. En tout cas, pour le système éducatif. Pour le système éducatif, il faut savoir qu'au-delà de cette crise, c'est-à-dire au-delà des réclamations des enseignants, est-ce que ce sera la solution à ce que nos enfants soient bien formés? Non, ça je ne le dis pas.
Ça, je le dis pas. Donc, moi, mais pour sortir de cette crise, je m'excuse. On aime sortir des crises. On refuse de comprendre. Il faut qu'on sorte de l'esprit d'urgence. Ouais. Le problème de l'éducation ne se limitera pas à rehausser le salaire des enseignants. Je suis d'accord. Donc, ce qui est important pour moi qui ai fait philosophie, c'est que je réfléchis au-delà de ce qui est présent. Parce que les décisions du présent vont impacter les prochaines étapes de notre société. Et c'est pourquoi, justement, l'année dernière, comme on a cédé à ce que on appelle comment on appelle ça, les compromissions, ça n'a pas résolu le problème et cette année encore on replonge dans la même situation. Est-ce que nous allons continuer à tomber dans les mêmes crises comme si nous n'apprenons pas du passé? Donc ça je veux dire que ce sera les solutions à court, moyen, long terme. Maintenant, pour la rencontre d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez en tant qu'enseignante, en même temps mère, parent d'élèves? Si elle a lieu. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a une chose que je souhaite que le chef de l'État intègre dans sa façon de faire les choses, c'est de donner envie aux Guinéens de continuer à être Guinéens. Bien. C'est de donner envie aux Guinéens de se rendre compte qu'un pays doit d'abord son développement à ce qu'on appelle la possibilité de se sentir guinéen en tant que nation. Il faut que le chef de l'État ait cette attitude. Et pour cela, il faut qu'il réussisse justement à ne pas nous imposer le manque de dextérité de son gouvernement, mais à nous imposer justement la nécessité que nous regardions tous vers l'avenir et veiller à ce que ces enfants retournent à l'école. Cela suppose que les décisions qui vont être prises là-bas ne doivent pas être prises pour faire plaisir aux enseignants seulement, mais pour déjà accompagner la volonté de ces populations qui souhaitent que nous ayons des enseignants qualifiés et donc pour donner les raisons qui permettraient à tout jeune qui sort aujourd'hui de nos universités de ne pas fuir la craie. Parce que malheureusement, il y a des choses aujourd'hui, un concours de circonstances qui fait qu'il faut être vraiment dans une position extrême pour accepter d'aller enseigner. C'est pas normal. L'enseignement doit être une vocation ou encore une vocation qui est suscitée. Et ça dépendra justement du plan qu'on a envisagé dans le programme de société du RPG Arc-en-Ciel qui a en bonne posture ce que nous appelons l'éducation. Et donc l'éducation, si nous suivons exactement ce qui est dit au niveau du programme que l'on a défendu en 2010 et en 2015 après la réactualisation de ce programme de société, l'éducation est partie intégrante de ce que la Guinée attend en tout cas d'un chef d'État issu justement de la corporation. Absolument. Un président enseignant. Et donc, dernier mot, on va dire comme ça, Madame Domani Doré, à l'endroit de justement tous les partisans de la Guinée audacieuse, de tous ceux qui vous écoutent évidemment, qui vous suivent à présent sur ce plateau. En 30 secondes. D'abord, j'aimerais remercier tous les Guinéens dans l'ensemble. Et naturellement les jeunes et les femmes qui ont permis en tout cas que cette fois-ci nous ayons des femmes et des jeunes qui vont être représentés au niveau de ces conseils communaux. Parce que qui parle de développement doit savoir que cela commence par la base. Et donc notre sincère reconnaissance à tous ceux-là qui ont accompagné la Guinée audacieuse et nous espérons en tout cas que nous continuerons à leur donner des raisons de nous encadrer et de miser sur la Guinée audacieuse parce que nous comptons continuer à défendre leurs intérêts à travers en tout cas notre participation aux prochaines élections qui prônent, ou en tout cas qui s'annoncent à l'horizon. Bien. Pourvu qu'elle ait lieu, notamment ces élections législatives. Les élections, chez nous, nous les appelons des factures. Quel que soit le temps que tu mettras, ta facture, tu vas la payer. Bien. On verra bien. Merci beaucoup d'être passé. À très bientôt. Au revoir. Merci. À vous, merci de toute votre attention. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi et à très vite pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.